Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Le problème, le plus gros problème, c'est que quand tu es en face d'un investisseur et tu présentes, parfois tu n'as pas d'autre opportunité. C'est-à-dire que même si la Silicon Valley est assez vaste, ces gens se connaissent tous. Donc si jamais tu brûles tes cartes avec un investisseur, c'est très difficile de rattraper le coup. L'invité du jour est Hatim Shraibi, cofondateur de Spire Advisory Group, qui est une structure accompagnant les startups situées en dehors des États-Unis pour les aider à avoir de la visibilité et à lever des fonds en Silicon Valley. Dans cet épisode, qu'on a tourné juste après le mois de Ramadan, Hatim nous partage sa perspective sur l'écosystème en Silicon Valley, nous explique pourquoi tant de startups se déplacent dans cette région et il nous donne des conseils pratiques pour maximiser ses chances de lever des fonds. Iqra. Même quand tu ne sais pas lire, apprends à lire. Parce qu'en tant que musulman, un bon musulman doit être un musulman éduqué. C'est là qu'on va faire une différence dans notre société. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum Hatim, Alaykoum salam. comment vas-tu? Très très bien et toi? Écoute, ça va, hein. L'Aïd vient Excellent. juste de passer. Exactement. Eid Moubarak. Aïd Eid Moubarak à Moubarak toi à toi et et à tous les auditeurs. à tous les musulmans par le monde. Exactement. Exactement. Écoute, comment s'est passé l'Aïd et le confinement à San Francisco? Ben écoute, c'est clair que c'était peut-être le Ramadan et le Eid le plus bizarre dans le sens où j'habite en Californie, pas loin de San Francisco, à Palo Alto. Et donc tout le monde est confiné ici et donc par conséquent on a passé tout le Ramadan chez nous à la maison et donc c'était assez bizarre comme situation où c'est un moment que généralement tu veux partager avec tes amis, tes proches, tes frères dans l'islam Mhm. et c'est des moments assez particuliers parce que ça te permet un peu de refléter et c'est le but en fait du Ramadan, de pouvoir méditer, d'avoir du temps pour toi-même. Et d'un certain côté, ce qui est assez ironique, c'est qu'en fait, le confinement nous a permis aussi de faire ça un peu, d'être un peu, de rester chez soi, de ralentir la cadence. Et dans ce sens-là, je pense que ça a en fait aidé, quoi, d'être, Mhm. comme il y a eu un ralentissement au niveau du travail, ça nous a permis, à moi, ça m'a permis d'être un peu plus en phase avec moi-même, de refléter un petit peu. Et Mhm. donc voilà. Donc c'est dans ce sens-là, c'était un peu bizarre. D'un côté, les proches te manquent et les gens de tes co-religionnaires dans un certain sens, mais d'un autre aussi, ça nous a permis, à moi, ça m'a permis d'un peu de refléter, de méditer un petit peu, d'avoir du temps pour moi. C'est clair. J'ai entendu ça de pas mal de monde et même pour moi-même, c'est vrai que ça a été un temps où c'est beaucoup plus facile de faire une introspection. On a beaucoup moins de choses à faire. C'est vrai que toi, tu es basé, Lyon, c'est la même chose. Vous avez été confiné, vous ne pouviez pas sortir, pas de Alors moi, mosquée. j'ai passé une semaine de fin de Ramadan à Lyon. Et oui, pas de mosquée. On peut sortir maintenant, Hmm. sans document, à moins de 100 km D'accord. de notre lieu de résidence. Mais les mosquées sont fermées, donc ça ne change pas grand-chose. Les restaurants sont fermés. Et on évite d'aller voir au maximum les gens dehors, quoi. Oui, oui, Mm. Surtout les mosquées, en fait. S'il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas trop d'ambiance, exact. c'est sûr. Enfin bon. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, Hatim? Oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Hatim Charabi, je suis originaire du Maroc, bien sûr. Donc, j'ai grandi à Casablanca. Et donc, après ça, pour mes études supérieures, j'ai vadrouillé un petit peu. D'abord aux États-Unis. Après, j'ai fait une maîtrise à Montréal, au Canada, McGill. J'ai aussi vécu un petit peu à Milan, en Italie, où j'ai fait un programme d'échange. Et là, depuis une vingtaine d'années, je suis de retour, en fait de retour, parce que j'avais commencé mes études en Californie, donc je suis de nouveau en Californie. Donc, quand je te dis Mhm. ça comme ça te donne une petite idée sur mon âge. Donc, j'ai pas mal vadrouillé et aussi travaillé dans plusieurs domaines. Donc, dans la banque, tout au début, avec le Crédit Suisse, une Suisse banque ici à San Francisco. Mais après ma maîtrise à Montréal, mon MBA, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et je suis revenu aux Mhm. États-Unis et depuis une vingtaine d'années, je suis dans les sciences de la santé.
dans tout ce Oui. qui est dispositifs médicaux, mes biotech, où je travaille avec de grosses compagnies comme Philips Medical System, qui est une compagnie néerlandaise, et avec Covidien, qui était de Tsaco Healthcare et qui fait partie aujourd'hui du groupe Medtronic. Et depuis 4-5 ans, pour clore un peu ma partie profil, j'ai cofondé avec quelques anciens partenaires une sorte d'incubateur, accélérateur virtuel dans la Silicon Valley, où le but en fait ultime, c'est de donner de la visibilité aux startups qui ne sont pas dans cet écosystème, qui ne sont pas aux États-Unis, leur donner de la visibilité ici. Et Mhm. l'idée en fait, c'est que les grandes idées naissent partout dans le monde. C'est-à-dire que des gens brillants, tu en trouves à Casablanca, à Tunis, à Alger, à Tombouctou, à Paris, à Lyon. Mais leurs idées nécessairement entre avoir une idée, un concept qui peut être extraordinaire et novateur et faire que cette idée-là devienne une compagnie qui fonctionne, il te faut des fonds, il te faut des investissements, il te faut des stratèges, des gens qui ont déjà fait ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très important de leur donner de la visibilité ici dans la Silicon Valley, qui demeure en termes d'investissement la première plateforme mondiale, c'est-à-dire là où il y a le plus d'investissement pour tout ce qui est start-up dans tous les domaines. Donc voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui et ça me permet de voyager pas mal et de connaître bien sûr des gens et de voir des idées un peu partout dans le monde. On a des contrats, on travaille assez étroitement avec le gouvernement du Canada pour qui on a fait des programmes, Mhm. avec celui de Taïwan et j'essaie bien sûr aujourd'hui d'essayer de me tourner plus vers bien sûr l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Europe. D'accord. Donc avant de revenir un peu sur ton parcours, juste pour clarifier, Bien sûr. parce que tout le monde ne sait pas comment fonctionne un accélérateur, un incubateur, l'écosystème startup. Euh, donc, pour résumer, dis-moi si je me trompe, ton travail, ça consiste à accompagner des petites entreprises, des startups, de par le monde, qui te contactent directement. Et ces entreprises-là, ces startups, elles cherchent à avoir, à connaître l'écosystème en San Francisco, parce qu'on sait que c'est l'écosystème au niveau de la tech qui est le plus dynamique, on va dire, dans le monde, c'est bien connu, ou l'un des plus dynamiques. Et aussi qui cherchent aussi potentiellement à avoir des fonds sur place, lever des fonds pour avoir de l'investissement. Exactement, je pense que tu l'as très bien résumé. Si je devais ajouter quelque chose, l'idée, en fait, ce que nous on fait, parce qu'on n'est pas bien sûr expert dans tous les domaines, c'est de pour faire aussi de l'accompagnement, de trouver les mentors. C'est-à-dire que Mmh. quel que soit le domaine, disons que si tu es dans le domaine de la biotech ou de dispositifs médicaux ou même dans l'intelligence artificielle, comme il y a beaucoup de compagnies qui ont eu déjà, qui sont passées par la phase de réussite, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans ces compagnies-là, qui savent comment fonctionne la compagnie, quelles ont été les étapes pour réussir. Et Mmh. l'idée, c'est de mettre ces gens-là en contact et qu'ils deviennent mentors de ces startups-là. C'est-à-dire que si, pour te donner un exemple concret, une compagnie qui fait, je suis aujourd'hui en contact avec une compagnie marocaine qui travaille dans tout ce qui est la télémédecine et très particulièrement de pouvoir faire le suivi de patients online, c'est-à-dire avoir sur son téléphone la possibilité d'avoir un sensor qui va pouvoir gérer les signaux vitaux d'une personne. Mmh. Donc, il y a des compagnies ici dans la Silicon Valley qui ont réussi dans ce domaine et qui sont experts dans le domaine, dont Bosch, une compagnie allemande, mais qui a une partie télémédecine. Donc, mettre cet entrepreneur-là, d'abord, revoir avec lui sa présentation, son pitch deck, Mmh. voir si son positionnement est correct, s'il a une bonne idée du competitive landscape, c'est-à-dire les compétiteurs dans le domaine, comment il se positionne, qu'est-ce qui fait qu'il est unique, et après essayer de le mettre en contact avec ces gens-là qui, au bout du compte, si jamais ils sont convaincus par l'idée et par le produit, par l'innovation, vont finalement les mettre en contact avec des fonds d'investissement, avec des investisseurs. Et quand il va voir ces investisseurs-là avec quelqu'un qui est un leader d'opinion, c'est bien sûr beaucoup plus facile de lever des fonds. Donc, Bien sûr. mais je crois que je l'ai assez bien résumé. En parallèle, vous investissez aussi parfois quand ça vous intéresse, quand vous voyez du potentiel, vous aussi vous investissez.
Ben, Spire Advisory Group, qui est la Mhm. compagnie que je gère avec mes collaborateurs, mes associés, on n'est pas un outil d'investissement direct. Mais ce qui Mhm. se passe généralement, c'est que dans notre réseau, quand on aime une idée, quand on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt, qu'il y a des gens qui se joignent au projet, on a des associés en fait qui peuvent investir directement dans les compagnies. Donc, Mhm. en fait, ça les incite quand ils voient que l'accompagnement est là, qu'on a une équipe de support à l'entrepreneur. Ils ont tendance à vouloir investir dans la compagnie parce que maintenant ils connaissent la compagnie, ils savent qui gère la compagnie, ils savent qui accompagne la compagnie. Donc, ça leur donne une motivation supplémentaire pour investir dans la compagnie. D'accord. Donc tu es là depuis maintenant plusieurs années, Je suis de retour à San Francisco depuis une vingtaine d'années. depuis une vingtaine d'années. Ouais. Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour venir à San Francisco? Est-ce que ça a été facile? C'est fait sur un concours de circonstances? Comment ça s'est passé? Ben, écoute, moi disons le privilège ou la chance d'avoir un père et une mère, mais un père qui nous a souvent poussé, moi et mes frères, à voyager à l'international, très jeune. Mhm. Et donc, quand j'étais encore au lycée, je me rappelle, j'ai fait 2 voyages, un voyage en Angleterre et 2 voyages aux États-Unis pour parfaire mon anglais. Donc, c'est une culture que je connaissais un petit peu déjà. Mhm. Et donc c'était beaucoup plus facile quand j'ai décidé de faire mes études supérieures, de venir ici. Et donc je me suis acclimaté assez rapidement de par le fait d'être venu et avoir fait mes études. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu faire ça. Et donc donc l'acclimatation des gens pour moi était assez facile. J'étais assez anglophone. J'ai étudié dans un lycée français, dans une mission française. Mhm. Mais de par mes voyages aux États-Unis juste avant de finir, d'avoir mon bac, j'ai pu, en fait, je maîtrisais déjà la langue, je connaissais assez bien la culture, donc l'acclimatation s'est faite assez facilement. Donc, j'ai fait Mhm. mes études, j'ai travaillé ici 2 ans et après, je suis reparti, en fait, au Canada, en Italie. Et donc, quand je suis revenu après, c'était assez facile, quoi. Donc, je connaissais assez bien l'écosystème. Et la Bay Area, disons la Silicon Valley, est un endroit assez extraordinaire parce que c'est vraiment par excellence le melting pot mondial parce que tu as des gens de partout dans le monde, de cultures Oui. différentes, de religions différentes. Mhm. Euh, donc je sais que c'est un sujet on va discuter après, mais j'ai découvert, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. D'accord. Hem, mais en termes d'opportunités, tu avais déjà les contacts, on t'a approché? Oui, en fait, moi, quand j'étais à Montréal, j'ai travaillé pendant 2 ans à Montréal et j'ai eu la chance de rencontrer un autre Marocain que je ne connaissais pas à ce moment-là, mais qui m'a été présenté, qui était dirigeant à Philips Medical System, qui s'appelle Sima Ahmed Moujra, qui est quelqu'un Mhm. de très brillant, qui depuis est rentré au Maroc, qui m'a ouvert la porte en fait de Philips. Donc c'était après être revenu dans la Silicon Valley, c'est en fait lui qui m'a ouvert cette porte-là qui m'a D'accord. permis de rentrer dans le domaine des dispositifs médicaux. Et donc, je lui en serai toujours reconnaissant. Et c'est là, bien sûr, parfois où d'avoir des co-citoyens, des co-religionnaires, des gens qui, quand il y a un esprit solidaire dans une communauté, Mhm. ça t'ouvre parfois des portes. On t'ouvre des portes et tu essaies de faire la même chose quand tu en as l'opportunité. Et donc, ça a Mhm. commencé par ça, en fait. Donc, une fois que lui m'a ouvert cette porte-là et j'ai intégré Philips Medical ici dans la Silicon Valley. Mhm. Après, j'ai gravi un petit peu les échelons, j'ai intégré une autre compagnie et voilà, quoi. Et je suis dans ce domaine-là. Et Oui. donc voilà. En termes d'éducation, le métier que tu fais maintenant, c'est pas quelque chose qui il y a pas de cursus, particulier pour faire ça? Absolument. Donc, moi en fait, quand je dis que je travaille dans ce domaine, je Mhm. n'ai aucune éducation, aucune expertise médicale ou d'ingénierie, en fait. Moi, je suis un pur produit marketing, en fait. J'ai une licence en finance ici aux États-Unis et ma maîtrise est en marketing. Donc, en fait, moi, ma vraie expertise, c'est le marketing
à outrance, c'est de pouvoir aider une compagnie à positionner son produit, faire des recherches sur le panorama des compétiteurs, de savoir un peu comment positionner un produit. Et grâce à ma licence en finance, bien sûr, euh, de pouvoir aider dans tout ce qui est financement d'une compagnie, comment positionner la compagnie, quel genre de fonds de financement la compagnie est dans, comment gérer les fonds d'une compagnie et des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment pas je n'ai pas du tout une formation médicale, mais de D'accord. par le fait d'avoir été dans ce domaine pendant si longtemps, ben on apprend beaucoup de choses, bien sûr. Et là, comme je t'ai expliqué, je pense, quand on en a discuté la dernière fois, on n'est pas là, on se diversifie dans tout ce qui est technologie parce qu'en fait, notre rôle vraiment, c'est de positionner une compagnie et de trouver les partenaires idéaux de cette compagnie-là. Donc, c'est un peu, et dans la Silicon Valley, bien sûr, tu peux trouver de tout, en fait. Bien sûr. L'intelligence artificielle, tout ce qui est le nouveau développement en l'automobile, driverless driving, c'est les Ok, voitures. ok. Et donc tout ça. Donc voilà, mais ma formation est vraiment une formation marketing, finance Mhm. marketing. Les startups que tu vois passer, qui viennent te voir, elles ont quel niveau d'avancement? Il y a de tout en fait. En fait, on voit des compagnies très early stage. En fait, bien sûr, la grosse différence, c'est disons celles qui, dans ce créneau spécifique de trouver des partenaires, c'est plus facile d'être une startup qui a un peu plus de maturité dans le sens où si jamais il y a déjà un concept ou il y a un produit, c'est beaucoup plus facile à vendre que quand on a juste une idée, quoi. Quand on a une Mhm. idée, moi j'ai toujours c'est peut-être un peu tôt pour venir ici et avoir Mhm. des connexions parce que des idées, tout le monde en a finalement. Et donc euh, les mentors ou les partenaires stratégiques que tu vas trouver, ne vont finalement être intéressés, vouloir parler avec toi que si jamais il y a un produit concret, Ouais. s'il y a déjà de l'attraction. C'est-à-dire qu'ils voient que le produit peut fonctionner et c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de lever des fonds, disons, euh, late stage semences, c'est-à-dire que c'est des investissements individuels mais qui sont plus late stage ou des Series A, série A, série B. Mhm. Il faut avoir ce... Mais bien sûr qu'on parle à tout le monde et on est toujours heureux d'aider qui que ce soit. C'est-à-dire que moi, je ferme la porte à personne. Même si j'ai pas la possibilité ou si je trouve qu'il est trop tôt pour présenter quelqu'un à telle ou telle personne, Mhm. je vais par contre lui donner les conseils que je peux, lui présenter des gens qui peuvent lui donner des conseils. Moi, je me rappelle très bien quand je suis arrivé aux États-Unis la première fois, c'est une anecdote assez intéressante. J'avais toujours des gens qui me rendaient des services sans rien demander en contrepartie. Mhm. Et ça m'a toujours, au début, j'étais un peu, au Maroc, on dit oui. C'est-à-dire que je me disais, mais pourquoi? Je dis, qu'est-ce qui me cache? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je comprends pas pourquoi les gens font ça sans contrepartie. C'était un concept qui m'était complètement étranger, quoi. Et Mhm. après un peu de temps, j'ai compris que c'est des gens qui te disaient il y aura toujours un moment où tu me rendras ce service-là. C'est-à-dire que quand je donne à quelqu'un, Dieu me le rendra quelque part, tu vois. Ouais. Et c'est vrai. En fait, moi, quand je vois aujourd'hui mon réseau, et ça m'arrive, il y a des gens que j'ai rencontrés, ça fait une vingtaine d'années, qui m'ont rendu service, et aujourd'hui, ils ont ou des enfants, ou des connexions qui ont besoin d'un coup de main ou d'un coup de pouce, qui ont besoin d'une introduction. Et je suis toujours là pour eux et j'hésite pas une seconde. Et j'agis de la même façon avec le reste des gens. C'est-à-dire que chaque fois que tu aides quelqu'un, chaque fois que tu ouvres des portes, tu, Jamais perdu, quoi. C'est toujours. et tu as bonne conscience. Je veux dire, dans l'islam, de toute façon, pour nous aussi, c'est quelque chose qui est recommandé. Tu aides ton prochain. Donc, en revenant à ta question, très rapidement, quand on rencontre quelqu'un, c'est-à-dire qu'en 20 ans, je vais être très franc avec toi. Moi, je ne pense pas être brillant dans ce que je fais. Par contre, l'avantage, je trouve que j'ai moi ou que d'autres personnes ont, c'est d'avoir passé tellement de temps ici, d'avoir eu tellement d'expérience, que je sais qu'il y a beaucoup de conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui Mhm. pourrait lui économiser beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire que si j'avais, moi aujourd'hui, si on m'avait donné
si Hatim de ça fait 20 ans avait rencontré Hatim aujourd'hui, Mhm. c'est clair que je me serais donné des super conseils que je n'avais pas à ce moment-là, quoi. Mhm. Donc, quand je peux donner ces conseils, si jamais je peux consacrer 1 ou 2 heures par jour à des personnes qui ont besoin de conseils, de me poser avec eux au téléphone et de dire, bah, écoute, moi, je ferai ça ou je ferai pas ça, voilà pourquoi là. Ben, je le fais toujours avec plaisir. Et comme je te dis, ça te donne très bonne conscience. Moi, Mhm. tu dors beaucoup mieux le soir quand tu te dis, ouais, j'ai donné à quelqu'un. C'est clair. Quand tu fais ta part d'aider les gens dans la Absolument, journée. absolument, absolument. Vu que tu vois passer beaucoup de startups, quel est le profil des startups qui viennent? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher en général à San Francisco? Est-ce que c'est directement de l'investissement ou voir comment ça se passe sur place ou les deux en même temps? Et quels sont les conseils que tu donnes pour les entreprises, les startups, par exemple en France ou au Maghreb ou où que ce soit, qui souhaiteraient venir et quand venir et pourquoi venir en fait? Très bonne question. Ben écoute, moi j'ai toujours aux gens, c'est-à-dire que quand je vois beaucoup de startups où disons, l'entrepreneur est très jeune. Et donc, ça a un double défi. Le défi d'une startup, mais le défi généralement de quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont brillants dans leur domaine et il faut leur reconnaître et leur dire, toi, bon, tu es docteur, tu as un PhD dans ce domaine-là, tu es brillant. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est tout ce qu'il leur faut pour pouvoir réussir. Et le problème, ça, je vois ça même avec des compagnies canadiennes ou taïwanaises, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs dont tu n'es pas conscient, que tu ne connais pas. Et donc, le premier conseil que j'ai pour toute startup, c'est de parler avec autant de gens que possible. C'est-à-dire, la question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Moi, j'ai des compagnies canadiennes, donc on fait des programmes pour le gouvernement du Canada qui me disent, avant que les rencontres, avant que je leur présente des mentors, moi, j'ai besoin de 10 millions ou de 5 millions et je veux rencontrer ces personnes-là qu'ils ont trouvées sur Internet ou qui savent. Et c'est presque risible quand tu le vois au début. Parce que, encore une fois, tu te dis, mais dis-moi, là, je veux dire, ces gens-là ne sont pas assis en train de t'attendre, quoi. C'est-à-dire que Mm. tous les jours, il y a une cinquantaine de compagnies qui défilent chez eux, dont des entrepreneurs qui ont déjà levé des fonds avec d'autres compagnies. C'est-à-dire qu'ils ont déjà levé des fonds, vendu une compagnie et ils ont commencé. Et toi, tu viens, tu penses que tu devrais. Le problème, le plus gros problème, c'est que quand tu es en face d'un investisseur et tu présentes, parfois tu n'as pas d'autre opportunité. C'est-à-dire que même si la Silicon Valley est assez vaste, ces gens se connaissent tous. Donc, si jamais tu brûles tes cartes avec un investisseur, c'est très difficile de rattraper le coup. Donc, mon conseil numéro un, c'est-à-dire qu'ils sont tous là à chercher de l'argent, mais tu leur dis, écoute, la meilleure façon de lever des fonds, c'est d'abord de pérenniser l'idée. Et là, ce que tu fais, c'est que chaque fois que tu as une opportunité, tu tentes de présenter à des personnes dont tu n'as pas besoin. Et c'est en fait ce que nos programmes font. C'est-à-dire qu'on va te mettre devant des gars qui ont eu les mêmes problèmes que tu as eu, qui ont finalement levé des fonds, qui ont vendu des compagnies. Donc, ces gens-là peuvent te dire en 2, 3 heures exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et le problème de ta présentation. C'est-à-dire là où il y a des gars. Et il y a aussi tout le problème de l'anglais, de la grammaire, de tes Mm. présentations, de comment tu présentes, ta PowerPoint, des choses qui peuvent être assez basiques, mais que parfois les entrepreneurs, les investisseurs se disent, voilà, cette personne est venue préparer ou c'est venu pas venue préparer. Quand tu vois que des startups, même quand tu vois des compagnies qui ont réussi comme Airbnb par exemple, qui a galéré pendant des années, qui a changé de stratégie, mais complètement quoi. Tu Mm. te dis, c'est incroyable, des années pour. Et donc, quand toi, tu viens avec une idée qui a 6 mois et tu te dis, si jamais j'arrive pas à lever des fonds dans 6 mois, c'est pas vrai, quoi. Quand tu prends un peu de perspective ou beaucoup de perspective, tu réalises le temps qu'il faut pour lever des fonds. Donc, plus tu parles à des gens, plus tu te. Et encore une fois, des gens qui sont prêts à te donner du temps sans contrepartie. C'est un truc extraordinaire. C'est-à-dire que ces mentors-là, au début, ils vont passer du temps avec toi. Et finalement, s'ils voient qu'il y a des synergies sur le long terme,
ils peuvent te proposer de dire, écoute, moi, je rentre dans ton conseil d'administration et tu me donnes 0,5% ou 1% de la compagnie. Et parfois, ça les vaut Mm. amplement parce Bien qu'ils sûr. vont trouver des portes et des choses comme ça. Mais moi, c'est le premier conseil que je donne à ces entrepreneurs. Et encore une fois, je ne leur en veux pas. C'est-à-dire que quand les gens m'envoient des emails, je veux lever tant d'argent, présente-moi ci. Euh, dans mon fort intérieur, je rigole un petit peu parce que je me dis, ça pas, mais c'est risible parce que c'est tellement difficile d'être en face de ces gens-là. Et l'idée, Mm. c'est que plus tu as des gens, plus tu rencontres des mentors qui sont dans le cercle de ces VC, plus dans 6 mois ou un an, parfois un an et demi, tu auras une entrevue avec ces gens-là. Mais quand tu l'auras, tu seras blindé parce que le mentor avec qui tu as parlé, c'est le gars qui leur a déjà présenté plusieurs fois. Ils savent quelle est leur sensibilité, comment ils aiment les présentations. Mm. Parfois, quand c'est un entrepreneur tunisien, marocain, algérien ou français, tu te dis, il y a peut-être intérêt à ce que j'ai un accompagnement pour quelqu'un qui parle couramment l'anglais, qui n'a pas d'accent. Parce que un des problèmes aussi, c'est que bon, les Américains sont ouverts d'esprit, c'est clair. Mais je réalise, par exemple, moi, quand j'ai des entrepreneurs taïwanais ou québécois, la langue est importante. Parce que si tu as 10 minutes pour faire ton pitch, et à cause de ton accent, ils n'ont pas compris quelques mots, ça peut dérailler une présentation. Mm. Donc, c'est des choses, donc plusieurs choses. Mon conseil principal, c'est bien sûr de parler avec autant de gens que possible et des gens, c'est-à-dire que les gens en France ou en Algérie, il y a beaucoup de gens qui vont leur donner d'excellents conseils. Ouais. Mais l'avantage ici, c'est d'avoir des gens qui ont été dans cette situation avec des fonds d'investissement qui investissent dans leur domaine, qui vont leur donner ces conseils-là pour les préparer à présenter finalement devant ces gens et avoir une meilleure chance de pouvoir lever des fonds. C'est important de savoir parce que c'est vrai que tu dois en voir beaucoup passer des startups qui viennent, entre guillemets, quasiment pour rien, quoi, en fait. Enfin, c'est jamais pour rien, mais trop tôt, soit pas assez préparé, et c'est dommage. Ouais. Et du coup, toi, en fait, tu les aides à peaufiner leur pitch, à bien se préparer pour pitcher. Mais même toi, par exemple, des gens comme toi, à quel moment c'est le bon moment pour venir t'approcher? Il faut avoir déjà un business model qui tourne, il faut avoir un produit qui fonctionne déjà. Nécessairement, pas nécessairement. Idéalement, et c'est là où il y a où l'importance, un investisseur va voir quand tu es préparé. Quand tu es préparé dans le sens où si tu viens ici, tu essaies de présenter, tu dis voilà, moi je fais ça, et il te demande sur ton industrie, ton secteur, quels sont les intervenants dans ton secteur, quel est le produit qu'ils utilisent, quel est le coût du produit. Si tu n'es pas blindé et tu ne connais pas ton secteur, c'est parce que ça, c'est le basique. C'est-à-dire, si toi, tu me dis, Hatim, moi, je vais te vendre, moi, je sais pas, des voitures électriques, Mhm. et tu connais pas c'est-à-dire d'avoir fait tous tes devoirs dans ce domaine-là, Mhm. tu vas perdre la crédibilité avec ces investisseurs. Donc, il faut pas que tu n'aies, l'idée, c'est pas d'avoir un produit fini ou quoi que ce soit. C'est d'avoir une idée et de pouvoir convaincre que ton produit est unique ou presque unique et que tu comprends le domaine et que tu comprends le secteur et que comment ton produit va euh, disrupt en anglais, donc en français là, il faut que va vraiment bousculer le secteur. Disrupter, ça existe, je crois, en français. Ah ouais? Donc, si jamais même sans savoir le produit, et ton exécution, c'est-à-dire que la différence, c'est que si tu n'as pas encore le produit, il faut que tu leur présentes un plan d'exécution qui est réaliste. Et là, ils te disent, Mhm. ce gars-là, il a vraiment fait son boulot. Tu vois, il a Mhm. vraiment, et non seulement ils sont convaincus par le produit, mais aussi par l'entrepreneur comme quelqu'un qui peut en fait faire arriver qui peut aller du concept au produit. Parce qu'ils se Mhm. disent, ce gars-là est sérieux, il a fait ses devoirs, il connaît. Et si jamais eux connaissent ce domaine et ils te posent que quelques questions,
et tu n'y réponds pas ou tu y réponds et il te manque de l'information, et ce gars-là, il n'est pas sérieux. C'est-à-dire que je sais que toi, tu es dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si tu venais à présenter ici, il faut que tu connaisses tous les intervenants dans ton domaine. Pas dans l'intelligence artificielle en général, mais dans le domaine de l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans le domaine des ressources humaines, qui est ton domaine, je sais, tu m'en as parlé. Et donc, c'est-à-dire que toi, tu dois pouvoir, quand tu veux lever des fonds pour ta compagnie, tu dois les 4 ou 5 euh, compétiteurs principaux de ton, tu dois pouvoir expliquer ce qu'ils font, quels sont leurs revenus et pourquoi tu peux aller et en fait leur prendre des parts de marché, quoi. Clairement, en les disant, moi, nous, on a des outils dans notre logiciel que personne d'autre n'a, quoi. Et là, ils vont investir parce que un investisseur n'investit pas seulement dans le produit ou dans le concept, il investit dans l'entrepreneur. Moi, j'ai été dans des situations où quelqu'un a présenté et après, je suis allé discuter avec l'investisseur. Il m'a dit, écoute, l'idée est bonne, mais l'entrepreneur me paraît assez bancal. Il est pas, ou alors il n'est pas flexible. C'est-à-dire qu'un investisseur, il veut un entrepreneur qui est ouvert. Il te dit, moi, je suis prêt à prendre des idées. Je suis prêt à. Parfois, quand il pose des questions à l'entrepreneur et l'entrepreneur se braque parce qu'il se dit, moi, je connais mon domaine, et il voit qu'il n'est pas très flexible, ils se disent, moi, je vais investir et après, ça va être un peu galère de pouvoir gérer cet investisseur. Parce que au bout du compte, l'investisseur, après, il est marié à l'entrepreneur. Donc, encore une fois, ça, c'était la longue réponse à ta question. Tu n'as pas besoin de venir avec un produit, mais tu as besoin de venir avec un concept qui est blindé, qui est solide et qui est où tu peux clairement démontrer qu'il va bousculer, qu'il va disrupter le domaine dans lequel il est. Et quand tu as ça, l'investisseur est à l'écoute et te dit, ah ouais, ça c'est possiblement. Et quand tu as une équipe de gens qui ont des certaines expertises, encore une fois, il se dit, ouais, il a pris le temps de monter une équipe forte. Il est aussi, quand tu montes une équipe aussi, tu montres que tu es capable de déléguer, ce qui est très important, et que tu peux partager en fait. Tu te dis, moi je suis capable de donner, de dire, moi je vais donner 5-6%. Un Chief Science Officer, un vice-président sciences qui connaît son domaine, qui connaît bien son domaine. Et en fait, ça, c'est les vertus d'un bon entrepreneur et d'un CEO d'ailleurs, de pouvoir s'entourer de gens qui sont plus intelligents que lui. Parce que finalement, le CEO, c'est ça. C'est pas la personne la plus intelligente. Toutes les personnes, il y a certains, j'ai lu ça quelque part, des proverbes, toujours t'entourer de gens qui sont plus intelligents que toi. Bien sûr. C'est comme ça que tu veux que tu vas réussir. Du coup, je sais pas si on l'a déjà dit, mais pourquoi on cite tant San Francisco? C'est parce que sur place, là-bas, il y a beaucoup plus de choses qui se passent en termes de tech. Les choses sont beaucoup plus avancées, il y a beaucoup plus d'argent. Donc pour un même projet en France ou n'importe où ailleurs, où on pourrait lever, je sais pas, 1 million d'euros pour un projet, à San Francisco, s'ils sont intéressés, ils peuvent investir, je sais pas, 10 fois plus ou 20 fois plus, beaucoup plus facilement et avec moins d'efforts si le projet est bien ficelé. Néanmoins, j'ai pu participer à un de ces accompagnements à San Francisco et une des choses qu'on avait retenues, c'était que aux États-Unis, à San Francisco, ils aiment bien investir quand le projet a au moins une partie, en partie locale, aux États-Unis. Est-ce que tu peux commenter par rapport à ça? Oui, bien sûr. C'est une question très intéressante et pertinente parce que, en fait, j'ai eu la chance de participer à un web séminaire qui a été organisé encore une fois, par le gouvernement canadien. Et, euh, et donc, l'intervenant a parlé même au niveau des investissements et des centres d'intérêt en innovation, qui est une sorte de délocalisation. Donc, je pense que ça change, c'est en train de changer, dans le sens où il y a beaucoup d'investissements maintenant en Chine, par exemple, où il y a des investissements qui sont faits, des grosses sommes qui sont faites dans le domaine de l'automobile, qui devient dans le driverless automotive. Donc, il y a des centres maintenant qui s'ouvrent ailleurs. Donc, ça, c'est en train de changer. Ceci étant dit, ce que je disais à propos de San Francisco, et qui était valide jusqu'à récemment, c'est que
il y a eu tellement de réussite, il y a eu tellement d'exit ici dans la Silicon Valley que les VC, les venture capitalists, gèrent des sommes beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Et parce qu'ils ont eu beaucoup plus de réussite, non pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'il y a eu beaucoup plus d'investissement, leur appétit pour le risque est beaucoup plus important que l'Europe ou l'Afrique du Nord, où c'est un domaine assez qui naît et donc qui est assez jeune. Donc c'est pour ça que j'invite beaucoup d'entreprises non pas à déménager à San Francisco, mais d'avoir une visibilité ici. Donc c'est un peu ce que je disais. Donc une anecdote assez intéressante, c'est que je travaille avec une compagnie de Barcelone et en les accompagnant, on a fait des pitchs à des investisseurs américains et à des investisseurs espagnols. Et c'est très intéressant. À la fin du pitch, la compagnie demandait, je crois, 4 millions d'euros pour pouvoir, donc avec un plan assez détaillé sur comment les 4 millions vont être utilisés, à quelle étape la compagnie est arrivée. Invariablement, en fait, on a rencontré 2 VC à Barcelone. La question à la fin de la présentation, c'est est-ce que si on vous donne 2,5 millions, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez? Est-ce qu'on peut vous donner 2,5 millions et vous pouvez essayer de le faire? Ce qui était assez marrant. Quand on a parlé avec l'investisseur américain, dans beaucoup de cas, va dire, moi, si je te donne 6 millions, est-ce que tu penses que tu peux diminuer le risque de l'exécution? Et c'est assez tragicomique comme situation, mais c'est normal. C'est-à-dire que quand tu as un VC aux États-Unis qui a 100 millions de dollars, dont le fonds est de 100 millions, d'abord, il y a deux choses. Plus il investit dans ta compagnie, quand tu lui donnes la valuation, plus il investit, plus il a de part dans ta compagnie. Une fois qu'il est convaincu que le produit va fonctionner, l'idée pour lui, c'est d'investir autant que possible pour te diluer à toi et d'avoir plus de parts et donc de pouvoir multiplier son actionnariat dans la compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et quand tu as 100 millions, donc le risque, il est pas significatif pour lui. Alors que ton VC espagnol, son fonds d'investissement, il est 10 millions. Il se dit, si je lui donne 4 millions et je dois mettre les 6 millions quelque part d'autre, quand il y a le Series B, moi, je ne peux pas suivre et je vais être dilué. Donc le Series B, c'est le tour d'après, donc l'investissement qui vient plusieurs années d'après. Le tour d'après, tu es nécessairement dilué parce que quand il y a un nouvel investisseur, tous les investisseurs dans la première ronde sont dilués. Donc, plus tu as d'argent, plus tu peux réussir. Tu réduis ton risque invariablement. Bien sûr qu'il faut bien évaluer les opportunités. Ça, c'est la première obligation, c'est de pouvoir faire ça. Après, la deuxième partie de ta question, c'est clair qu'aux États-Unis, ça commence à changer aussi. Mais tous les VC avec qui je parle ont cette préoccupation de moi, si j'ai investi dans une boîte à Lyon, quand il y a des conseils d'administration, je dois ou alors aller à Lyon, comment je vais suivre la compagnie. Et donc, ils ne vont investir dans une compagnie à Lyon que si la technologie est vraiment, et se disent, ces gars-là, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un défi pour un VC qui est basé ici de se dire, ouais, moi, je vais investir dans une compagnie qui est ailleurs parce que c'est pour le suivi de la compagnie de ça. Ceci étant dit, et je pense que c'est une bonne opportunité de parler de la situation actuelle. Je pense que plus on est dans ce que le coronavirus a fait aujourd'hui, et j'ai écouté beaucoup de personnes qui ont parlé de ça récemment, c'est qu'il va y avoir une délocalisation virtuelle qui allait s'opérer de toute façon, sur le long terme, mais qui va être accélérée par ce phénomène. C'est-à-dire où les gens vont se dire, ah ben écoute, nous on fait des Zooms parce qu'aujourd'hui, quand tu as un VC aux États-Unis à Palo Alto ou à San Francisco, quand tu as une compagnie à Palo Alto ou à San Francisco, quand tu as un conseil d'administration, de toute façon aujourd'hui, tu dois le faire sur Zoom. Oui. Donc que tu le fasses avec une compagnie à San Francisco, une compagnie à Lyon, ça n'a plus aucune importance. Donc, ça va peut-être arriver aujourd'hui, mais tout ce qui est télétravail et qui va s'opérer. D'ailleurs, les compagnies comme Twitter ont déjà annoncé, Google, Twitter et Facebook ont annoncé
que personne ne reviendrait au bureau avant janvier 2021. Twitter est allé beaucoup plus loin en disant, nous, à partir d'aujourd'hui, on va plus obliger nos employés à revenir au bureau. Ils peuvent travailler de n'importe où. Et Facebook a dit que si certains de nos employés voulaient quitter la Silicon Valley à cause du coût de la vie, eh ben, ils peuvent aller vivre où ils veulent et travailler de là où ils veulent. Mais ceci étant dit, on va réduire leur salaire. Alors, ce que les compagnies commencent à réaliser aujourd'hui, c'est que grâce au télétravail, ils vont réduire leur loyer de bureau. Ils vont pouvoir réduire certains salaires parce que vivre à San Francisco coûte le triple de ce que ça coûterait d'aller vivre partout aux États-Unis, c'est-à-dire dans le Midwest, situé dans l'Arkansas ou le Wyoming, où le loyer est à 200-300 $, alors qu'ici, il est à 5 000 $ ou 4 000 $. Donc, il y a cette tendance-là. Et plus ça va arriver, plus, en revenant encore une fois à ta question, je pense qu'il y a une délocalisation claire, non seulement des investissements, mais des opportunités. Donc, je pense qu'il va y avoir une démocratisation dans ce sens-là. Et je pense qu'à un moment, ça ne va pas arriver demain, mais dans 2-3 ans, d'avoir un VC qui va te dire « Ouais, moi j'ai trouvé une compagnie à Alger qui travaille dans ce domaine spécifique, ou une compagnie à Tunis qui est dans la fintech, et ils ont un produit très particulier parce qu'ils ont un génie qui est un PhD en computer science qui peut faire ça. Je pense que ça va arriver, quoi. Et cette compagnie à Tunis aura des investisseurs du Moyen-Orient, des Américains, des Français peut-être, et il y aura une sorte de distribution des investissements, et c'est ce que je pense, moi, va arriver. Avoir une branche aux États-Unis quand on vient lever des fonds sera de moins en moins nécessaire, je pense. Absolument, absolument. Et l'intermédiaire aujourd'hui, c'est ce que je te disais, c'est que si jamais, moi, quand une compagnie taïwanaise vient ici, d'ailleurs, ça m'est arrivé. Le dernier programme qu'on a fait avec Taïwan, on a eu une compagnie taïwanaise qui est venue et qui a trouvé, donc on a amené un mentor, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a fait, je crois, Centrale à Paris. C'était une coïncidence, c'est quelqu'un qu'on connaît, il est marocain d'origine, mais il a fait Centrale Paris. Il est venu travailler aux États-Unis, il a fait un diplôme à Berkeley, et avant de faire son diplôme à Berkeley, quand il était à Paris, il avait commencé une compagnie, une start-up dans exactement le même domaine. C'était dans les chatbots. Chatbots, ils avaient une sorte de plateforme. Et cette compagnie taïwanaise vient, je lui dis, viens, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux être mentor de cette compagnie? Ils ont commencé à discuter et le gars, finalement, est devenu cofondateur. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait tellement de valeur ajoutée. Parce que la compagnie taïwanaise, c'était une start-up dont la cible était le marché chinois et le marché asiatique. Et il venait ici un peu pour essayer de voir s'il pouvait avoir une sorte de UI, User Interface, qui était en anglais pour les États-Unis. Et ce gars lui a dit, écoute, moi je connais les pays francophones et on peut prendre ta plateforme et la customiser pour… Et, by the way, j'ai des développeurs au Maroc qui vont pouvoir développer l'interface en français. Et le gars, il a fait son calcul. Il s'est dit, voilà combien de parts de marché on va avoir. On va devenir une compagnie qui peut être virtuellement globale. Et il s'est joint à la compagnie. Je crois que c'était un mois après. Le Marocain me téléphone, il me dit, écoute, je me suis joint à leur compagnie comme cofondateur. C'est extraordinaire. Et c'est ce que des programmes comme ça te permettent de faire, quoi. C'est-à-dire que des expertises extraordinaires en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, il y en a. Mais il faut les mettre en contact avec les gens qui font… Donc, à mon avis, ça va devenir la tendance, c'est clair. Je veux dire, il n'y a pas de… Et comme je disais, le coronavirus, finalement, ce que ça fait, c'est seulement accélérer ce phénomène. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas arrêter de travailler pendant 3 mois. Mais ils se disent, écoute, maintenant, avec Zoom, avec d'autres plateformes, on va le faire beaucoup plus efficacement, quoi. Je vais juste parler un petit peu de la notion de scale. Une des conditions sine qua non pour lever des fonds, en général, c'est d'être capable de scaler, donc de grandir à l'échelle. Et c'est ce que recherchent les investisseurs aux États-Unis particulièrement. Exact. Ils le recherchent, mais ils peuvent l'offrir. Ce que je te disais auparavant sur
encore une fois, ça dépend de à quelle phase tu viens. Si jamais tu arrives et tu dis, écoute, j'ai déjà un produit, j'ai déjà des clients potentiels ou des clients, s'ils voient que l'investisseur, que l'entrepreneur a cette flexibilité de vouloir travailler. C'est-à-dire, si moi, j'investis 5 millions, 6 millions de dollars dans ta compagnie, et c'est ce que font les VC. Ils ont déjà en tête un partenaire qui peut t'aider à faire le scale. Ça peut être une compagnie dans laquelle ils ont investi, à Shanghai, et ce gars-là. Moi, je travaille déjà avec une compagnie qui peut fabriquer à, à très haut débit. Et dans sa tête, il se dit, moi, si jamais j'investis dans cette compagnie à Lyon, je peux les mettre en contact. Et c'est là où on finalement ce feeling avec l'entrepreneur entre en jeu. C'est-à-dire que si jamais il voit que le gars n'est pas rigide, qu'il va accepter de discuter de certaines choses, il y a deux choses. Il y a le fait qu'en regardant le concept, ils peuvent se dire c'est un produit qui est difficile à scaler, donc ils peuvent ne pas investir. Mais si le cas contraire, la compagnie n'est pas déjà montré comment scaler n'est pas obligatoire en soi. Du moment qu'ils sont ouverts à des opinions, à des gens qui peuvent leur dire, nous, on a un partenaire, est-ce que vous êtes disposé à travailler avec lui, des choses comme ça. C'est ça le plus important. Donc, il y a deux facteurs importants. Le plus important, c'est est-ce que l'idée ou le concept peut être reproduit à très haut volume à un coût compétitif. Ça, c'est le premier. Si ce n'est pas le cas, on a un problème. Mais la deuxième n'est pas vraiment obligatoire. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin déjà, quand tu viens présenter, d'avoir le partenaire, des choses. Ça peut venir de l'investisseur. Du moment qu'il y a une possibilité de le faire, ça ne va pas ralentir ou refroidir l'investisseur. Si une entreprise, une start-up a l'intention de lever des fonds, qu'elle a son projet qu'elle maîtrise, qu'elle connaît plus ou moins son business model, qu'elle est bien préparée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc là, tu me dis, c'est une compagnie qui a besoin de lever des fonds, qui connaît des groupes comme le mien, c'est-à-dire comme le groupe dont je suis cofondateur, sont généralement des écosystèmes parfaits pour tester le produit, l'idée. C'est-à-dire que quand on fait des programmes comme ça, les gens me disent, ah, mais est-ce que vous voulez qu'on déménage ici? C'est trop cher. Et c'est pas, pas du tout. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir assez de connexions ici, d'avoir passé assez de temps ici, d'avoir eu cette expérience-là. L'une des suggestions premières que j'ai, par exemple, c'est l'anglais. Pour moi, l'anglais, condition sine qua non pour pouvoir réussir, pas pour les États-Unis, parce qu'il y a une délocalisation. Donc, ça ne va pas, c'est pas les États-Unis. C'est que pour un Français ou un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien, de communiquer avec un Chinois ou avec un Taïwanais ou avec un gars à Dubaï, c'est l'anglais. La langue, donc déjà ça pour moi, si je parle à un entrepreneur potentiel n'importe où, à Saint-Étienne, à Lyon ou au Maroc, c'est essayer autant que possible d'améliorer ton anglais et de parfaire ton anglais. Donc, et d'avoir ton deck, ta présentation, d'essayer de la. Et si tu peux pas le faire toi-même, ce n'est pas un problème. Travaille, reach out, va chez des gens, essaye, parle avec autant de gens que possible pour pouvoir le faire. Il y a déjà quelque chose de très facile pour moi. C'est-à-dire que si tu es dans un certain domaine, je crois qu'on est béni d'Allah d'avoir l'Internet aujourd'hui. Tu te dis, moi aujourd'hui, je vais aller chez les 3 ou 4 compagnies qui sont dans mon domaine. Je vais taper leurs trucs sur Internet, sur leur site web, et je vais commencer à lire tout ce qu'ils font en anglais. Donc, tous les termes techniques, je vais les connaître de façon parfaite. Donc, déjà, ça te donne un avantage extraordinaire. Tu vois, je pense que tu peux. Il y a tellement d'opportunités aujourd'hui. Les MOOC, de pouvoir. L'éducation en ligne, c'est-à-dire que les grandes universités américaines et autres offrent aujourd'hui des cours gratuits. On a une opportunité incroyable. Donc, l'entrepreneur, déjà, quand il a ça, il a déjà un avantage. Et donc, en revenant à ta question, les programmes qu'on fait, c'est que tu peux venir passer une semaine ou 10 jours ici.
et on va essayer de te présenter aux 5 ou 6 personnes qui sont clés dans ton domaine. Mm. Et si jamais ils aiment ce que tu fais, parce qu'il y a toujours le risque, hein, tu peux venir et tu dis, écoute, ça tient pas la Ouais. route, non Mm. pas parce que c'est pas une bonne idée, mais parce que moi, personnellement, je connais déjà une cinquantaine de compagnies ici qui font la même chose. Mm. Donc, comment tu vas t'en sortir à moins d'avoir un truc très particulier? Ça peut être le cas. Mais c'est aussi possible qu'ils te disent, OK, ça c'est super intéressant. Une fois que tu es venu, tu as fait la connexion, tu rentres chez toi à Lyon, mais tu as ces connexions-là avec qui tu peux continuer à développer des échanges. Voilà, on a fait Mm. du progrès, on a fait ça, ça, ça. Et après, à un moment, tu peux dire à un d'entre eux, écoute, moi, je serais honoré que tu te joignes à mon conseil d'administration ou à mon groupe de conseillers. Mm. Tu commences à dire, voilà, tu peux donner un pourcentage des options. Et cette personne a une motivation pour commencer à t'ouvrir des portes. Donc, le réseau, et une petite parenthèse qui pour moi, et encore une fois, je suis peut-être old school, mais LinkedIn est essentiel dans ce domaine-là. C'est-à-dire que ce que tu peux réussir à faire avant de venir ici, sur LinkedIn, en te réseautant, en des connexions, en ayant une page pour ta compagnie, ou quand tu as des updates, tu les poses sur. Et tu ne sais jamais, c'est-à-dire que c'est le potentiel que quelqu'un qui est dans ton domaine puisse aller et voir quelque chose qui l'intéresse et qui te contacte. Je veux dire, c'est une probabilité assez importante. Donc, le réseautage est extrêmement important. Et pas juste Mm. le réseautage à San Francisco ou ailleurs, mais le réseautage virtuel. Oui. Et il faut être persistant. Il faut se dire, c'est pas parce que je le mets sur LinkedIn demain que quelqu'un va me contacter la Mm. semaine prochaine. Et puis, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, j'allais dire, même si ça se passe entre guillemets mal, c'est quand même du bénéfice parce que si ton projet n'intéresse personne, mieux vaut que tu le saches le plus tôt possible en fait, pour que tu puisses Absolument. travailler dessus. Et Non seulement ça, mais tu vas apprendre des choses sur l'industrie en te disant, donc il y a les deux cas. Je peux te dire, voilà, je pense que le produit, disons, c'est un secteur assez congestionné. Je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est difficile. Oui, et ils peuvent te donner des idées en fait. Ou alors te permettre de pivoter ton idée à toi, ou alors te dire, voilà, ben, tu devrais vraiment te lancer dans ce domaine-là. Voilà où ou trouver des opportunités de travail. C'est-à-dire que quand tu as des échanges comme ça, il y a plein d'idées qui peuvent naître de. générer. Ouais. Et ça, c'est arrivé à des compagnies qui ont réussi aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens croient que tout ce qu'on dit là, c'est théorique. Mais si tu lis, par exemple, des articles ou sur, encore une fois, Airbnb et des compagnies qui ont complètement pivoté, qui faisaient un truc et qui ont pivoté et qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, ben, il y en a pas mal. Donc, il faut être ouvert d'esprit. Et ça, c'est Mm. parfois le risque d'un entrepreneur qui voit son idée comme son bébé. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a des gens qui te disent, moi, j'ai déjà passé 2 ans, 3 ans à faire ça, je ne peux pas laisser tomber. En général, c'est quand c'est le premier projet, on n'a pas encore eu la claque de l'échec. On arrive à la fin de l'épisode. Je sais que tu as un rendez-vous juste après, donc on va finir rapidement avec des petites questions. Bien sûr. Bon, c'est assez large comme question, mais peut-être que tu as un ou deux éléments. Comment devenir un bon entrepreneur? Comment mettre toutes les chances de son côté? Il n'y a pas une seule réponse à ça, mais il y a beaucoup de facteurs en fait qui sont importants. Mais je dirais, pour moi, l'un des plus importants, c'est d'être ouvert d'esprit et avoir cette flexibilité et d'absorber autant que possible. C'est-à-dire d'être encore et ça va contre nature quelque part. Tu vois, quand on est entrepreneur, on se dit j'ai une idée, je dois montrer, je dois prouver aux autres que je suis créatif. Donc parfois on se dit on veut pas être réceptif à ce que disent les Mm. autres. Ouais. Mais cette capacité-là, pour moi, elle est clé. Donc il y a beaucoup d'autres facteurs, bien sûr, pour être un bon entrepreneur. Mais et le proverbe de Dieu, Allah nous a donné 2 oreilles et une bouche, c'est Mm. pour écouter 2 fois plus qu'on parle. Et donc avoir cette habilité. Et parfois, c'est pas facile, hein, je veux te dire, c'est des choses qui s'apprennent, de pouvoir écouter. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes, et quand tu écoutes, tu n'écoutes pas, tu absorbes ce qu'on te dit. À mon avis, c'est important. Et donc Mm. ça, dans le même sens, la lecture. C'est-à-dire, plus on lit,
J'ai vu un documentaire récemment sur Bill Gates Mhm. quand il voyage. Donc, c'est un documentaire et tu vois sa secrétaire qui est derrière lui ou son assistante. Et elle a un paquet, parfois pour 2, 3 jours, il voyage. Un paquet de bouquins, parce qu'on aurait tendance à croire que quelqu'un comme Bill Gates aurait une petite tablette avec tous ses bouquins downloadés sur la tablette. Mhm. Non, lui préfère le livre, tu vois, le livre concret. Oui. Et sa faculté de lire des livres, euh, c'est encore une fois, ça, il y a une partie de ça qui est clairement probablement son intelligence, son QI. Mhm. Mais il lit à une fréquence de un bouquin tous les 2 jours, un truc comme ça. Mhm. Et donc, plus tu connais ton sujet, plus tu vas impressionner les. C'est-à-dire encore une fois, un investisseur peut admettre que ton idée n'est pas prête et tout ça. Mais s'il voit que tu es préparé, c'est-à-dire que tu connais ton domaine, que tu as fait, c'est l'effort en fait, c'est l'effort. Et encore une fois, quand tu reviens pour nous en tant que musulmans, Amir Salihat, c'est-à-dire que quand tu montres que tu as fait un effort, que tu travailles, c'est récompensé dans le sens où l'investisseur va dire ce gars-là, il va se démener, il travaille, c'est pas du blabla pour faire ce qu'il fait. Et donc, ça te donne un avantage sérieux, même quand ton idée n'est pas finie, n'est pas complète. Ce gars-là est sérieux. Et donc, à mon avis, pour moi, ça, c'est le truc le plus important pour un entrepreneur, c'est de travailler et de lire et d'écouter. Parce que clairement, après ça, tu deviens préparé. Dans le cas de Bill Gates, durant le documentaire, Tu te rappelles du donc, nom du documentaire? il y en a un seul, c'est en 4 séries, c'est sur Netflix. C'est D'accord. sur Netflix, États-Unis, donc parfois je sais ils n'ont pas les mêmes programmes sur tous les Netflix, mais celui-là, il devrait être sur le Netflix en France. Mhm. Mais je l'enverrai aussi et tu pourras le poster si tu veux Ouais, bien sûr. avec ce blog. Description. Mhm. Je crois que c'est In the Brain Ouais, of Bill je Gates. crois que j'ai vu l'annonce. J'ai pas regardé, mais j'ai vu l'annonce. Exactement. Voilà, l'affiche. Et donc le gars va et donc il investit dans des compagnies euh, Gates Foundation, pas Microsoft. Gates Foundation investit dans des compagnies avec un impact, social impact, impact Mhm. social dans des régions. Et les entrepreneurs, même américains, qui va voir. C'est-à-dire qu'il y en a un qui faisait tout ce qui est recyclage tu sais, dans les pays africains où il n'y a pas de toilettes, des choses comme ça. Mhm. Il y en a 2 ou 3 qui ont dit que quand le gars est arrivé, il connaissait plus sur le sujet que eux. C'est-à-dire Mhm. que ils ont été bluffés par le fait que le gars avait tellement fait de recherches qu'il comprenait leur domaine mieux que eux ne le comprenaient. Incroyable. Tu Mhm. ne dois pas arriver à ce niveau-là, mais en tant qu'entrepreneur, quand tu connais bien ton domaine, tu montres à ton investisseur qui veut devenir ton partenaire que, écoute, tu es sérieux, que tu travailles, et des choses comme ça. Donc pour moi, c'est la chose la plus importante. Et je vais être honnête avec toi, quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'étais pas comme ça, quoi. J'étais motivé, je voulais faire des choses. Et donc, je parlais. Tu sais de convaincre les gens. Tu vois, tu parles. Ah, Mhm. moi, je sais. Tu te dis, si je parle beaucoup ou si je dis beaucoup de choses, et pas des choses fausses, des choses vraies, je vais réussir à convaincre la personne. Alors Mhm. que parfois, tu te poser, écouter ce que les gens disent. Donc d'avoir de pouvoir faire ça, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Super. Bah, écoute, tu as déjà donné une référence, mais je voulais justement te demander si tu avais une référence, un livre ou un documentaire, par exemple. Donc, on en a déjà un. Si tu as une autre référence, un livre qui peut aider dans le domaine, Écoute, ou plusieurs, hein. ouais, On a des tas, je sais. il y a des tas. Il y a un livre de Peter Thiel qui est assez vieux maintenant, qui est Zero to One, Ouais. et qui rejoint beaucoup ce que tu disais sur le scaling, c'est-à-dire que quand tu as une idée, comment tu sais que cette idée-là peut fonctionner, comment tu peux convaincre un investisseur. Peter Thiel, c'était l'un des premiers investisseurs dans PayPal, je crois, et Mhm. donc c'est quelqu'un d'assez intéressant. Il y a Reid Hoffman, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé sur LinkedIn. C'est le fondateur de LinkedIn qui a écrit un livre qui s'appelle The LinkedIn of You, je crois, et qui te montre en Mhm. fait qui rejoint un autre point qu'on a discuté aujourd'hui, qui est le réseautage, c'est de pouvoir
Et donc, c'est quelque chose qui ne coûte pas, qui te coûte du temps, mais qui est très important sur le long terme. Donc, ça, c'est 2 livres importants. Il y en a qui, les 7, The Seven Habits, j'ai oublié le nom du. Je vois de quel tu parles. Seven Habits of. Je le retrouverai, je le retrouverai. Il est connu. Une discipline de travail. Donc, pour moi, c'est les bouquins importants, quoi. Mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup et tous les jours, tu en as de nouveaux. Donc, avoir pouvoir lire et pouvoir. Pour moi, c'est très important. Ça te donne une perspective importante. Iqra. Même quand tu ne sais pas lire, apprends à lire. Parce qu'en tant que musulman, un bon musulman doit être un musulman éduqué. C'est là qu'on va faire une différence dans notre société. C'est clair que c'est à travers l'éducation qu'on amène le changement. Écoute, Hatim, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était très bénéfique. Avec plaisir. Si les auditeurs souhaitent te suivre ou te poser des questions, comment ils peuvent te suivre? Tu peux mettre mon LinkedIn sur. Je ne sais pas si. Si on peut mettre dans la description, je mettrai ton LinkedIn. Absolument. Donc sur LinkedIn, mon profil est ouvert, c'est-à-dire que quand les gens, s'ils veulent me texter, me messager sur LinkedIn, avec le plus grand plaisir. Écoute, Hatim. Avec plaisir. On se tient au courant, Inch'Allah. Je te remercie beaucoup. Je t'enverrai le lien quand ça sera sorti, Inch'Allah. Et félicitations pour cette belle initiative. Je trouve que c'est un podcast qui est super intéressant. J'en ai écouté quelques-uns. Parce qu'encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait en fait. Ça permet le réseautage, c'est-à-dire de comprendre les perspectives des autres. Quand tu es dans un podcast, clairement, et tu es un auditeur, tu écoutes plus que tu ne parles. Tu es là à écouter et donc ça te force à avoir ces autres perspectives. Donc félicitations pour cette initiative et merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, Hatim, en Silicon Valley ou autre part. En contact et j'attends ta visite dans la Silicon Valley quand tu es là. Inch'Allah. Inch'Allah. Okay. Allez, salam alaikum. Alaikum salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.